Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. On a un lieu important dans l'imaginaire de ma famille. J'étais personnellement jamais venu avant aujourd'hui à Kerbertrand, mais j'ai vécu un peu avec Kerbertrand en écrivant Hôtel de Bretagne, puisque j'en parle assez souvent. C'était l'endroit où ma grand-mère maternelle a fait ses études, ma mère y a fait ses études, ainsi que les sœurs de ma mère. Donc dans la famille Kerbertrand, c'est un endroit important. Et donc je suis très heureux d'être ici pour évoquer ce livre devant vous. D'autant que c'est vraiment important pour moi de venir à Quimperlé pour parler de ma démarche. C'est d'ailleurs le plus important, parce que quand j'ai écrit ce livre, moi je suis en fait parisien. Ma mère est d'origine quimperloise. Je venais dans la région le temps des vacances, puisque mes grands-parents avaient une maison secondaire au Poulu, ils vivent à Quimperlé. Donc moi j'étais un peu le petit parisien qui était en vacances avec ses racines bretonnes, avec tous mes cousins et cousines qui sont ici à Quimperlé, qui sont bretons. Donc moi j'étais un peu breton par réfraction. Je me sentais très attaché au pays de Quimperlé, parce que c'était vraiment pour moi associé à la famille, aux vacances. Mais lorsque je me suis mis au travail sur ce livre Hôtel de Bretagne, j'ai tenté d'aussi aller à la recherche de cette ville de Quimperlé, du pays de Quimperlé, que j'ai vraiment découvert à ce moment-là, redécouvert ou bien découvert vraiment pour la première fois, puisque je me suis plongé dans les archives locales et je me suis pris de passion pour la ville de Quimperlé. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, en fait, j'avais souvent le sentiment d'écrire sous le regard des Quimperlois, toutes générations confondues. Et donc le bouquin a été publié début novembre, et c'est vrai que j'ai eu un accueil assez positif ici à Quimperlé, en faisant plusieurs interventions dans des librairies et tout. Et ça a été pour moi quelque chose d'important et d'émouvant, d'autant que, évidemment, en allant ici dans le pays de Quimperlé, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient lu le livre et qui avaient retrouvé qui une tante, qui un oncle, qui un grand-père, qui quelqu'un qui l'avait connu quand il était petit et tout. Donc il y a eu, c'est un livre qui a pu parfois faire écho pour les Quimperlois, puisqu'il y a beaucoup de noms qui sont cités dans le livre, des acteurs de l'époque, et évidemment c'est des patronymes qui sont encore associés, il y a des gens qui vivent encore à Quimperlé, donc ça faisait sens pour eux, et donc c'est encore une fois l'accueil du livre à Quimperlé est très important pour moi, donc de parler devant, plus vous qui êtes un échantillon représentatif de la jeunesse quimperloise, ça fait du bien. Voilà. Donc je vais essayer un peu dans le désordre, je n'ai pas préparé, je ne vais pas vous dire quelque chose, je vais essayer de vous parler comment j'en suis venu à écrire ce livre, Hôtel de Bretagne. Un livre, ça naît souvent d'un hasard, en fait on ne sait pas pourquoi on tombe sur un sujet, mais en fait c'est jamais tout à fait un hasard, parce qu'on recherche toujours un sens et une cohérence à la démarche dans laquelle on se lance. Et donc moi, pour parler très rapidement de moi je suis donc historien, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'histoire, après j'ai fait une thèse d'histoire. La thèse, c'est ce qu'on fait vraiment en dernier lieu dans les études pour devenir docteur en histoire. Donc j'ai fait une thèse d'histoire consacrée à un personnage en partie oublié qui s'appelle Édouard Drumont. Édouard Drumont, c'était à la fin du 19e siècle le père fondateur de l'antisémitisme français. Il a eu un rôle très important à la fin du 19e parce qu'il c'était un agitateur d'opinion qui avait lancé un journal très populiste et très antisémite, et qui a eu notamment un rôle important au moment de l'affaire Dreyfus. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film de Polanski, le J'accuse. À la fin du 19e siècle, il y a l'émergence du nationalisme, du populisme, de l'antisémitisme, surtout du populisme, et Édouard Drumont, il incarnait ce mouvement, et donc j'ai consacré ma thèse de doctorat à ce personnage qui était un sorte de polémiste halluciné qui a fondé un journal à scandale et qui a un rôle très important donc au début de la Troisième République, pour faire vite. Et je me suis évidemment ensuite intéressé à son héritage, et Drumont en fait c'était l'inventeur du slogan « La France aux Français », et du coup j'ai pris un peu cette idéologie en fin de parcours, dans la mesure où je me suis intéressé par la suite à l'histoire du Front National. Et j'ai écrit un petit livre sur le Front National. Je me suis intéressé en fait au populisme, au néo-populisme, en essayant de comprendre qu'est-ce que c'était que le FN, et comment les idées de Drumont, Drumont c'était l'inventeur du slogan « La France aux Français », et c'est un slogan qui a été repris ensuite par le parti lepéniste. Donc voilà, il y avait des généalogies, il y avait sans doute des continuités entre l'époque de Drumont et le populisme lepéniste tel qu'on pouvait le connaître aujourd'hui. Donc là, je me suis attaché à faire vraiment l'histoire immédiate.
Et j'ai fait ce petit livre sur le Front National. J'ai également consacré 2 documentaires historiques au Front National pour France Télévisions. Donc j'ai rencontré tous les acteurs, les gens au FN, mais à l'époque c'était le FN, non pas le RN, les opposants et tout et tout. Donc j'étais à la fois historien, chercheur, je travaillais aussi dans l'édition d'histoire, et j'avais publié ma thèse de doctorat sur Drummond, et donc j'avais commencé à faire un peu des documentaires historiques. C'est-à-dire les documentaires historiques, je pense que vous en avez tous vu, il y a des archives audiovisuelles, il y a des témoins qui racontent une histoire, voilà. Donc moi j'avais fait ce premier documentaire sur l'histoire du Front National, et puis un peu avant 2015, il y allait avoir les commémorations de la fin de la guerre en 1945, et on a eu avec mon ami réalisateur, qui est un peu mon complice avec qui on fait tous nos documentaires, Emmanuel Blanchard, on avait envie de faire quelque chose sur la fin de la guerre en France, notamment sur l'après-guerre, parce qu'il ne faut pas estimer qu'il y a la guerre, il y a la violence, il y a un bouleversement, on signe la paix et après on passe à une ère radieuse qui serait les 30 Glorieuses, qui débutent tout d'un coup. Les 30 Glorieuses, c'est 30 ans associés à l'après-guerre, lorsque la France connaît une croissance économique avec quasiment le plein emploi, une politique industrielle très volontariste, et une période qui est restée un petit peu mythique, puisqu'on n'avait jamais connu pareille croissance. En fait, c'est la génération de mes parents, ces enfants gâtés du XXe siècle, parce qu'après, l'horizon, c'était plutôt la crise et le chômage. Donc les 30 Glorieuses, ça vient juste après la guerre, et en fait, dans l'imaginaire collectif, on pensait la guerre était finie, hop, on passe aux 30 Glorieuses, c'est la croissance et tout. Mais il y a quand même une période très intéressante qu'on n'explore pas assez, qui sont les années 45-50. On sort de la guerre, mais on ne bascule pas tout à fait immédiatement dans les 30 Glorieuses et dans un environnement social pacifié et tout. Il y a ces 5 années où on revient à une situation plus stabilisée, mais c'est 5 années marquées par la violence, par la vengeance, par les ruines. La France, c'est un pays de baraquements, il y a des ruines partout, il y a des tickets de rationnement, il y a une vraie violence politique pendant ces années-là, avec l'essor du Parti communiste, les débuts de la guerre froide. Et donc ces années 45-50 sont intéressantes à explorer parce qu'elles montrent qu'après la guerre, en fait, la guerre continue.